Je ne veux pas que ces salauds du pacte de Varsovie sèment le chaos aux frontières de la Russie. L'OTAN est morte. Nous devons détruire l'alliance balte avant qu'il ne soit trop tard. Je ne veux pas. Vladimir Poutine, âgé de 81 ans, a déclaré en février 2034, en mai de cette année-là, « Les premières colonnes russes ont commencé à percer la ligne défensive balte. » 4 ans se sont maintenant écoulés depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. L'époque où les sociétés occidentales suivaient chaque rebondissement de cette guerre avec le souffle coupé est révolue. Aujourd'hui, les combats sont en grande partie positionnels, le front s'est stabilisé et la guerre russo-ukrainienne fait désormais partie d'une nouvelle normalité, toujours présente mais n'occupant plus le devant de la scène dans les médias ou le débat politique européen. Il est facile de comprendre pourquoi la peur de la menace russe s'est estompée. La deuxième armée du monde, qui était censée s'emparer de Kiev en 72 heures, s'est retrouvée piégée dans une guerre d'usure interminable. La puissance russe, évoquée pendant des générations comme un cauchemar planant sur l'Europe, a commencé à ressembler à un mythe. Ou du moins, c'est ainsi que le récit dominant le présente aujourd'hui. Mais est-ce vraiment le cas ? Les dernières années nous ont donné une autre leçon. La Russie, bien que plus faible que beaucoup ne le pensaient avant 2022, s'est également révélée bien plus résiliente qu'on ne l'attendait. Elle n'a pas flanché face aux sanctions. Elle n'a pas flanché malgré les pertes au combat. Même des épisodes, comme la mutinerie de Prigojine, ne l'ont pas plongée dans le chaos interne. Au lieu de cela, après avoir échoué lors de la phase initiale de la guerre, la Russie s'est regroupée, a adapté ses méthodes et reste convaincue qu'elle peut encore briser la résistance ukrainienne. Dans le même temps, l'environnement international devient de plus en plus fluide. Les relations transatlantiques sont sous tension. L'unité occidentale, autrefois considérée comme acquise, est désormais remise en question. L'Amérique, du moins sur le plan rhétorique, se retire de son rôle de gendarme du monde. Et si elle se concentre sur une rivalité entre grandes puissances, c'est avant tout avec la Chine. Et la Russie, aux yeux de certains dirigeants américains, la Russie n'est pas un véritable rival, mais plutôt une carte qu'on peut encore jouer contre la Chine. Pour le Kremlin, ce sont des signaux très encourageants. Dans les prochaines années, il pourrait signaler un changement plus large de l'équilibre international des puissances en faveur de la Russie. Rien de tout cela ne détermine l'issue de la guerre en Ukraine, mais cela ouvre la voie à des scénarios qui, il n'y a pas si longtemps, auraient semblé invraisemblables. La menace russe est bien réelle et elle frapperait à la porte de l'Europe plus tôt que beaucoup ne l'imaginent. Bien sûr, gardons à l'esprit que les hypothèses de base présentées dans cet article sont intentionnellement biaisées en faveur de la Russie, car ce n'est que dans ces conditions que la perspective d'une opération militaire en Europe devient plausible. Mais le fait qu'un tel scénario soit, à l'heure actuelle, improbable plutôt qu'impossible, est précisément la raison pour laquelle il mérite d'être sérieusement envisagé, ne serait-ce que pour se préparer au pire des cas. C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui proposer un jeu de guerre. Quelles conditions devraient apparaître pour que la Russie redevienne une menace militaire directe pour l'Europe ? Pourrait-elle prendre les États baltes ? Lancer une invasion de Gotland, en Suède. Percer le corridor de Suwałki. Nous ne disons pas que cela va arriver, mais il faut se poser la question. What if? Four years of war. Front stabilisé, unité occidentale remise en question, et l'Amérique de plus en plus concentrée sur sa rivalité avec la Chine au détriment de son engagement en Europe. N'oubliez pas que tout investissement comporte des risques. Notre histoire commence à l'hiver 2027. La guerre en Ukraine fait toujours rage. Malgré de lourdes pertes en hommes et en matériel, les forces armées russes n'ont pas perdu leur capacité offensive et continuent lentement mais sûrement de gagner du terrain. Il y a quelques semaines, la bataille pour Sloviansk a commencé, la dernière grande ville du Donbass qui n'est pas encore sous contrôle russe. Alors que les unités de la 8e armée de la garde resserrent l'étau autour de Sloviansk, des événements d'une importance égale se déroulent à Moscou. Tout au long de l'hiver, le Kremlin organise une série de réunions secrètes entre Vladimir Poutine et ses plus proches collaborateurs.
Lors de ces réunions nocturnes se trouvent certaines des figures les plus puissantes de l'État russe. Le chef d'état-major général, Valery Gerasimov, le ministre de la Défense Andrei Belousov, le chef du renseignement extérieur Sergueï Naryshkin et le directeur du FSB Alexandre Bortnikov. Leur objectif est d'évaluer la position stratégique de la Fédération de Russie, non seulement sur le champ de bataille, mais aussi sur la scène internationale au sens large. L'image qui se dégage de ces discussions est profondément complexe. Bien que la Russie continue de réaliser des avancées lentes en Ukraine, le général Valery Gerasimov et l'état-major général estiment qu'il y a peu de chances d'un effondrement total des lignes défensives ukrainiennes. La Russie conserve toujours la capacité de mener des opérations offensives, mais le rythme de l'avancée territoriale ne s'accélère pas. Le renseignement extérieur apporte à Poutine de meilleures nouvelles. Sergueï Naryshkin affirme que le climat international penche en faveur de la Russie. Les relations entre l'administration du président Donald Trump, l'Union européenne et l'Ukraine restent tendues. Selon Washington, l'échec des pourparlers de paix est principalement dû à Kiev et à l'Union européenne, qui continue d'encourager l'Ukraine à résister et à refuser un règlement selon les conditions fixées par Moscou et Washington. Parallèlement, les relations entre les États-Unis et la Russie restent inhabituellement chaleureuses. L'administration Trump ne voit pas la Russie comme une menace pour l'Amérique. À son avis, la Russie ne représente une menace que pour l'Europe, et l'Europe devrait gérer cette menace seule en utilisant ses propres moyens et ressources, sans implication américaine. Washington se concentre sur l'hémisphère occidental et sur la Chine, et c'est à travers ces deux priorités qu'il considère désormais sa relation avec Moscou. À la grande surprise des Russes eux-mêmes, Washington s'accroche encore à l'illusion qu'il pourrait faire basculer la Russie et l'utiliser dans sa compétition plus large avec la Chine. En conséquence, les États-Unis n'agissent plus en tant que médiateurs neutres dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ils penchent du côté de Moscou et semblent prêts à faire pression sur Kiev pour qu'elle accepte une série de concessions en faveur de la Russie. Vladimir Poutine reste déterminé à soumettre toute l'Ukraine. Pour lui, c'est une cause idéologique, mais même lui comprend que l'armée russe et la base industrielle de défense ont besoin de reprendre leur souffle. Cela le conduit à envisager un cessez-le-feu tactique qui permettrait à Moscou de se regrouper avant la prochaine confrontation avec l'Ukraine. Enfin, lors de la réunion du 27 janvier 2028, Poutine informe son cercle rapproché qu'il a pris sa décision finale. Une fois le Donbass capturé, la Russie arrêtera toute opération offensive supplémentaire. Au lieu de cela, dès que Sloviansk tombera et que le Donbass sera entièrement « libéré », Moscou lancera une initiative de paix. Poutine donne un nom à ce plan, Opération Frontière. La logique derrière l'opération Frontière est simple. La Russie a besoin d'une pause dans les combats. Mais cette pause tactique doit ressembler à une victoire stratégique russe. C'est pourquoi le moment choisi est capital. L'initiative de paix doit venir de Moscou, pas de Washington ou de Kiev, et elle doit suivre un grand succès russe sur le champ de bataille. Vladimir Poutine donne une directive. Sloviansk doit être prise à tout prix avant le 10 mai 2028 afin que, lors des célébrations de la journée de la victoire, Vladimir Poutine puisse dévoiler une initiative de paix en position de force. En même temps, il ordonne à Naryshkin et Bortnikov d'intensifier les efforts de désinformation en exacerbant les tensions entre l'administration Trump, l'Europe et l'Ukraine, tout en renforçant le récit selon lequel la situation militaire de l'Ukraine devient catastrophique. Pendant les 4 mois suivants, de violents combats font rage autour de Sloviansk. Les forces ukrainiennes mènent plusieurs contre-attaques locales sans réussir à chasser les Russes de la ville. Puis, le 5 mai, le message parvient au Kremlin. Sloviansk est à nous. Le 10 mai, Moscou organise son défilé annuel de la journée de la victoire, avec la prise de Sloviansk au centre de tout le récit. Lorsque Poutine monte enfin à la tribune, il déclare, je cite, « La prise de Sloviansk signifie que tout le Donbass a désormais été libéré. Les objectifs de l'opération militaire spéciale ont été atteints. Malgré toutes les difficultés et les sacrifices, le peuple russe a une fois de plus remporté la victoire. » Et ensuite, il poursuit, « La Fédération de Russie est prête à un cessez-le-feu immédiat et au début de négociations de paix fondées sur cette nouvelle réalité géopolitique. »
Quelques minutes plus tard, Donald Trump publie sur son compte Truth Social, je cite, « Le grand dirigeant russe Vladimir Poutine veut la paix, concluons un accord ». Et quelques heures plus tard, l'envoyé présidentiel Steve Witkoff est déjà dans un avion pour Moscou. Dans les semaines qui suivent, il s'y rend régulièrement, travaillant avec des responsables russes sur les grandes lignes d'un futur accord de paix. Pendant ce temps, Kiev ne sait pas comment répondre à l'offre de Poutine. Volodymyr Zelensky, bientôt 10 ans au pouvoir, redoute qu'il s'agisse d'un nouveau piège du Kremlin. Certains pays européens, en particulier en Europe centrale et orientale, l'exhortent à continuer de se battre. À la fin, cependant, face à la lassitude de la guerre au sein de la société ukrainienne et à la pression croissante de Washington, Zelensky accepte de participer aux pourparlers de paix. La décision est en partie influencée par la campagne présidentielle américaine en cours. Selon les sondages, le candidat républicain J.D. Vance est le favori, avec plusieurs points d'avance sur le démocrate Gavin Newsom. Même l'attitude de Vance envers l'Europe inquiète Kiev, qui craint que les négociations avec une nouvelle administration ne s'avèrent encore plus difficiles qu'avec l'équipe de Donald Trump. Ainsi, après des mois de négociations, un sommet de paix russo-ukrainien se tient à Washington le 10 octobre 2028 sous l'égide du Conseil de la paix. Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky sont tous deux présents en personne. Le sommet se termine par la signature d'un cessez-le-feu. La Russie conserve le contrôle de tous les territoires qu'elle a capturés jusqu'à ce moment-là, la Crimée, le Donbass, ainsi que des parties des régions de Kherson et de Zaporijia. Une zone démilitarisée de 50 km de profondeur est établie le long de la ligne de contact. Une autre zone démilitarisée de 50 km est créée le long de la frontière d'avant-guerre, de Kharkiv à Tchernihiv. En même temps, l'Ukraine est soumise à des restrictions concernant la taille de ses forces armées et de son équipement militaire. Le cessez-le-feu ne règle pas la question de l'adhésion éventuelle de l'Ukraine à l'OTAN ou à l'Union européenne. Ces questions, ainsi que l'avenir des territoires occupés, sont renvoyées à un accord de paix final qui sera signé à une date indéterminée dans le futur. Ce sont des conditions dures pour Kiev, mais sa position de négociation est faible. L'industrie de la défense européenne n'est toujours pas capable de soutenir l'Ukraine seule. Dans le même temps, les nouveaux paquets d'aide financière de l'UE pour Kiev rencontrent une résistance croissante de la part des États membres qui ne veulent plus continuer à soutenir l'Ukraine. Ainsi, l'Ukraine peine à s'adapter à la réalité d'après-guerre. La réouverture des frontières déclenche une nouvelle vague d'émigration vers l'ouest. En même temps, la démobilisation de milliers d'anciens soldats, combinée aux difficultés économiques du pays, fait augmenter la criminalité, affaiblit l'autorité centrale et alimente de fortes tensions sociales. Des investisseurs européens arrivent et contribuent à financer la reconstruction, mais le processus de reconstruction est douloureusement lent et reste bien en deçà des attentes. L'Ukraine reste en dehors de la sphère d'influence de la Russie, mais sans adhésion aux structures politiques et militaires occidentales, tandis que l'ombre d'une menace russe renouvelée ne disparaît jamais complètement. Le Kremlin croit toujours qu'à long terme, il pourra encore ramener l'Ukraine sous son contrôle. Après 2028 cependant, Moscou concentre principalement ses efforts sur la propagande et la guerre politique, essayant de constituer une base pro-russe à l'intérieur de l'Ukraine, autour du récit selon lequel l'Occident a trahi le pays. Les pays de l'Union européenne sont divisés sur la question ukrainienne. Des États comme la Pologne et la Roumanie veulent voir l'Ukraine comme un État tampon face à la Russie et poussent donc à la poursuite des transferts d'argent et d'équipements militaires vers Kiev. Mais ce point de vue est loin d'être partagé par l'ensemble de l'Union. Pour une grande partie de l'Europe occidentale, la véritable priorité n'est plus l'Ukraine, mais les tensions qui s'intensifient rapidement avec les États-Unis. Des tensions qui augmentent presque de façon exponentielle après que J.D. Vance a prêté serment en tant que 48e président des États-Unis en 2029. Dans les années qui suivent, les relations transatlantiques commencent effectivement à se dégrader. Certaines capitales européennes, notamment en Europe de l'Ouest, commencent à appeler à une normalisation avec Moscou, concluant que l'Europe devra compter sur une forme de coopération avec la Russie. En Allemagne, l'AfD gagne en influence
et invoquant la baisse de compétitivité de l'industrie allemande, exige la reprise des importations de gaz russe, y compris la réactivation des gazoducs Nord Stream. Cela accentue les tensions au sein de l'UE et de l'OTAN, et donne naissance à des blocs informels au sein des deux institutions, divisés selon la position de chaque pays vis-à-vis de la Russie, des États-Unis et de la Chine. Ainsi, des pays comme la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, la Suède, la Finlande, le Danemark, la Norvège et la Roumanie renforcent leur coopération au sein de ce qui sera bientôt appelé l'Alliance Baltique, un groupe axé sur la sécurité visant à contenir toute nouvelle expansion russe vers l'ouest. Le Royaume-Uni reste vaguement aligné avec le pacte, poursuivant le format de forces expéditionnaires conjointes et maintenant des déploiements militaires dans les États baltes. La France est également invitée à rejoindre l'Alliance Baltique, mais Paris joue sa propre carte. Les Français promeuvent l'idée de l'autonomie stratégique européenne, une doctrine fondée sur le maintien d'une égale distance vis-à-vis des États-Unis, de la Russie et de la Chine. Paris manifeste une volonté d'étendre le parapluie nucléaire français sur l'Europe centrale et orientale. Mais ces propositions ne se sont jamais concrétisées et ont surtout servi d'outil de manœuvre politique quotidienne sur le continent. En conséquence, lorsqu'il s'agit de la Russie, Paris se retrouve bien plus proche de Berlin que de Varsovie ou de Londres. Après le cessez-le-feu, la Russie ne procède qu'à une démobilisation partielle et maintient son économie sur le pied de guerre. La priorité absolue est de reconstruire rapidement la puissance militaire de la Russie. Les services de renseignement occidentaux estiment que cela prendra au moins 5 ans et peut-être beaucoup plus longtemps, peut-être jusqu'à 10 ans. Vladimir Poutine reste président de la Russie. En 2029, il a déjà 77 ans. Personne ne menace sérieusement sa position et la propagande d'État le présente comme une nouvelle incarnation d'Alexandre Nevsky, un dirigeant qui rassemble à nouveau les terres de la Russe qui se sont détachées de Moscou après l'effondrement de l'Union soviétique. Moscou resserre également son emprise sur la Biélorussie. Le Kremlin est mécontent du comportement d'Alexandre Loukachenko pendant la guerre en Ukraine et cherche à rendre Minsk encore plus dépendante de la Russie. Les services de sécurité russes commencent à préparer l'annexion de la Biélorussie après la mort de Loukachenko. La fin des combats en Ukraine marque une nette amélioration des relations entre les États-Unis et la Russie. Les sanctions américaines sont progressivement levées et les deux pays commencent à coopérer économiquement dans l'industrie et l'extraction d'énergie. Il y a même des spéculations selon lesquelles, par le biais de sociétés écrans, des capitaux américains seraient investis dans les parties occupées de l'Ukraine. Washington le nie officiellement. Les États-Unis continuent d'essayer de réaliser un Nixon inversé, en retournant la Russie contre la Chine. Les relations entre la Russie et la Chine commencent en effet à se refroidir quelque peu. Avec la levée des sanctions, Moscou tente de réduire sa dépendance envers Pékin. Dans le même temps, la concurrence entre la Russie et la Chine pour l'influence en Asie centrale commence à s'accélérer. La Russie ne rompt pas avec la Chine et ne s'aligne pas non plus avec les États-Unis. Mais les tensions sont visibles et au sein du Kremlin, différents scénarios à long terme sont désormais discutés ouvertement. La Chine, de son côté, ne considère pas la Russie comme une menace et juge tout scénario de basculement de la Russie comme irréaliste. Cela est d'autant plus vrai que les relations entre les États-Unis et la Chine connaissent aussi une période de détente partielle. Deux facteurs rendent cela possible. Pékin n'aggrave pas la situation autour de Taïwan, tandis que les États-Unis, en collaboration avec TSMC, développent leur propre industrie des semi-conducteurs sur la côte ouest. La Chine tente de persuader Washington qu'elle acceptera la domination américaine dans l'hémisphère occidental si les États-Unis, en retour, acceptent l'annexion de Taïwan par la RPC. Mais J.D. Vance reste sceptique face à cette idée. La rivalité économique avec la Chine se poursuit, mais la guerre avec la Chine semble toujours être une perspective lointaine. En janvier 2034, le Kremlin convoque une réunion avec exactement la même composition qu'il y a 6 ans, lorsque Vladimir Poutine avait informé son cercle rapproché de sa décision de réduire progressivement les combats en Ukraine. Une fois de plus, autour de la table sont assis Gerasimov, Belousov, Narychkin et Bortnikov.
Le but est d'évaluer la situation stratégique en Europe. Le premier point à l'ordre du jour est l'Ukraine. Selon Poutine et ses plus hauts responsables, il n'est pas nécessaire de reprendre les opérations militaires contre elle. Kiev est économiquement épuisée, affaiblie sur le plan démographique et politiquement instable. Parce que l'Ukraine reste en dehors à la fois de l'UE et de l'OTAN, les services de renseignement russes sont capables de manipuler l'opinion publique ukrainienne en diffusant le récit de la trahison occidentale et en construisant une base politique pro-russe centrée autour du parti MIR, qui selon les sondages a une réelle chance de devenir la deuxième force au Parlement. Le Kremlin estime que cela suffit à neutraliser le problème ukrainien et à ouvrir la voie pour placer Kiev sous contrôle politique à long terme. Malgré les gains limités obtenus grâce à la guerre en Ukraine, la Russie reste attachée à ses ambitions régionales plus larges et aux exigences qu'elle avait présentées aux États-Unis en 2021 avant le début de la guerre. En pratique, cela signifie chercher à ramener l'ensemble de l'espace post-soviétique dans la sphère d'influence de la Russie. La Russie ne considère plus l'OTAN comme sa principale menace. Selon Moscou, l'alliance est en état de déclin interne. Au cours des dernières années, les Américains ont réduit leur présence militaire en Europe, ne laissant que des forces réduites au strict minimum dans les anciens pays membres de l'OTAN, ainsi qu'en Pologne et en Roumanie. Ces deux États ont adopté une orientation résolument pro-américaine en matière de politique étrangère, achetant des armes américaines à grande échelle, critiquant les propositions d'intégration plus poussées de l'UE et maintenant des liens personnels étroits avec le président J.D. Vance. Du point de vue de la Russie, la principale menace en 2034 n'est plus l'OTAN, mais l'Alliance balte, un bloc composé de pays dont les opinions publiques et les gouvernements sont fortement anti-russes. Pris individuellement, ces États ne semblent pas particulièrement dangereux, mais ensemble, ils disposent d'un poids économique et militaire suffisant pour bloquer la Russie dans la réalisation de ses exigences de 2021. Ce qui inquiète le plus Moscou, c'est que même si l'OTAN elle-même s'enfonce dans la crise, les pays de l'Alliance balte continuent d'intensifier leur coopération politique, économique et militaire. D'ici 2034, le PIB PPA combiné de l'Alliance balte dépasse celui de la Russie. Le bloc procède à une fortification à grande échelle de ses frontières avec la Russie, tout en élargissant et en modernisant les forces armées de ses États membres. Les services de renseignement russes estiment que si une confrontation armée avec l'Alliance balte doit avoir lieu, elle doit survenir avant que les programmes de réarmement de l'Alliance ne soient entièrement achevés. Après cela, les coûts d'une agression pourraient devenir trop élevés et l'issue de la guerre trop incertaine. Les services de renseignement russes donnent un nom à cette fenêtre d'opportunité qui se referme, la fenêtre de Yegorov. Poutine, aujourd'hui âgé de 82 ans, dit à l'Assemblée que la Russie doit profiter des conditions internationales favorables pour s'occuper de la montée de l'Alliance balte avant qu'elle ne devienne trop puissante. Citation. « Nous ne pouvons pas permettre aux salauds du pacte occidental de construire une nouvelle OTAN à notre porte, dit-il. De la porte de Smolensk jusqu'à la ligne de la Vistule s'étend la sphère d'influence de la Russie. Puis il ordonne aux forces armées russes de commencer à préparer un plan d'invasion contre les pays de l'Alliance balte. Les préparatifs militaires doivent être dissimulés sous couvert de Zapad 34, le grand exercice prévu pour septembre 2034. Pendant de longs mois, les planificateurs militaires russes étudient des scénarios de guerre contre l'Alliance, se heurtant à une série de problèmes qui montrent à quel point la région balte a changé depuis 2022. Avant la guerre en Ukraine, les analystes considéraient largement les États baltes comme la partie de l'Europe la plus exposée au risque d'agression russe. Mais aujourd'hui, l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'Alliance, combinée au réarmement des États baltes et de la Pologne, a rendu les ambitions de la Russie beaucoup plus difficiles à réaliser. Chaque membre de l'Alliance balte apporte des capacités spécifiques. La Finlande et la Suède disposent de forces navales et aériennes importantes. Cela leur donne la capacité de immobiliser la flotte russe de la Baltique et de fournir un soutien aérien aux forces terrestres de la Lituanie, de la Lettonie et de l'Estonie dès les toutes premières heures du conflit. Les États baltes peuvent aussi compter sur les forces armées polonaises, qui ne cessent de se renforcer et de se moderniser.
D'ici 2034, l'armée polonaise comptera près de 300 000 personnels et sera organisée en 6 divisions. La marge de manœuvre de la Russie est encore réduite par la ligne défensive balte, un réseau de fortifications construit par la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie le long de tous les axes les plus probables d'une attaque russe. Les zones les plus fortement fortifiées sont les deux côtés du couloir de Suwałki, ainsi que les régions autour de Narva, Woru, Rezekne et Daugavpils. Au final, les planificateurs russes élaborent plusieurs variantes de l'opération allant d'une invasion à grande échelle à une action militaire limitée et à des opérations hybrides plus complexes. Petite pause les amis. Certains nous ont dit qu'ils aiment l'émission mais n'ont pas toujours une heure à y consacrer. C'est compréhensible, la vie est chargée et les algorithmes ne favorisent pas les formats longs. Alors, nous essayons quelque chose de nouveau. Ça s'appelle Essence, une chaîne séparée où nous prenons nos épisodes et les réduisons à l'essentiel. Pas de digression ni de bavardage, seulement l'histoire principale en 10 minutes. Chaque nouvel épisode sera publié là-bas, et certains des anciens seront également remontés avec des mises à jour lorsque l'histoire a évolué. Si cela vous semble utile, merci de vous abonner, ça nous aide vraiment. Le lien est dans la description. Revenons à l'histoire. Opération 1, Icebreaker. Cette option envisage une invasion à grande échelle. En théorie, la Russie dispose de 3 directions d'attaque possibles. Les États baltes, la Finlande et la Pologne. Mais les idées d'attaquer la Finlande ou la Pologne sont rapidement écartées. La Russie cherche une victoire rapide, obtenue au coût politique et militaire le plus bas possible. En Pologne, cependant, des forces américaines sont toujours stationnées, et l'armée polonaise, portée à 300 000 soldats, constitue un obstacle sérieux à toute avancée rapide sur Varsovie. La Finlande présente un problème similaire. Bien qu'en temps de paix, elle ne compte qu'environ 30 000 soldats, son système de réserve très développé lui permet de mobiliser une armée de près de 300 000 hommes en temps de guerre. Au final, les planificateurs russes concluent que, malgré les difficultés bien réelles qui existent actuellement dans la région baltique, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie restent les cibles les plus favorables pour une attaque russe à grande échelle, car elles manquent de profondeur stratégique. L'objectif de l'opération Icebreaker est de s'emparer des 3 capitales baltes, Vilnius, Riga et Tallinn. Ce faisant, la Russie étendrait non seulement son contrôle sur la région baltique, mais elle briserait également l'alliance balte, en démontrant que le bloc n'a aucune chance lors d'une confrontation directe avec la Russie. Avant 2022, de nombreux jeux de guerre supposaient que la Russie pouvait capturer au moins une capitale balte en seulement 60 heures. D'ici 2034, ce scénario paraît bien moins plausible. L'avancée des forces russes serait ralentie par les fortifications de la ligne défensive balte. Au pire, certaines unités russes pourraient être totalement arrêtées. En conséquence, l'état-major général russe estime qu'il lui faudrait non pas 60 heures, mais au moins 7 jours, rien que pour atteindre l'une des capitales baltes. Et cela avant même de prendre en compte le problème de la guerre urbaine, surtout si les défenseurs transforment une capitale en ville-forteresse et tentent de tenir jusqu'à l'arrivée des renforts alliés. L'impossibilité d'une victoire rapide oblige la Russie à adopter dès le premier jour des mesures agressives, non seulement contre les États baltes eux-mêmes, mais aussi contre leurs alliés, avant tout la Pologne et la Suède, afin de les empêcher de venir en aide aux Baltes. En pratique, cela signifie que 2 objectifs très ambitieux s'ajoutent à la liste des cibles de la Russie. Verrouiller le corridor de Suwałki et s'emparer de l'île de Gotland. Bien que l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN, puis dans l'Alliance Baltique, ait renforcé la défense de la Lituanie, de la Lettonie et de l'Estonie, cela n'a pas résolu leur problème fondamental. Une profondeur stratégique limitée et des chaînes d'approvisionnement restreintes. Même si l'Alliance Baltique domine en mer, les infrastructures portuaires de la Lituanie, de la Lettonie et de l'Estonie pourraient être endommagées relativement facilement, perturbant ainsi l'acheminement des renforts par voie maritime. Cela laisse le corridor de Suwałki comme le passage terrestre le plus pratique pour acheminer du soutien vers les pays baltes. En même temps, c'est aussi un corridor particulièrement vulnérable, exposé à une attaque russe à la fois depuis Kaliningrad et la Biélorussie. Si la guerre éclate, la Russie essaierait de couper le corridor de Suwałki à tout prix,
afin d'empêcher les forces armées polonaises de venir en aide à la Lituanie. À son point le plus étroit, le corridor de Suwałki ne fait qu'environ 65 km de large, mais cela ne facilite pas la prise de ce corridor par la Russie. Même en mettant de côté les fortifications de la ligne défensive balte de chaque côté du corridor, la Russie ne dispose pas de position de départ favorable pour une offensive dans cette zone. L'axe principal de la région de Suwałki s'étend du nord au sud et non d'est en ouest. En théorie, la façon la plus simple de bloquer le corridor serait de capturer la ville de Suwałki du côté polonais de la frontière. Mais une attaque contre Suwałki serait un cauchemar logistique. Les groupes russes, tant de Kaliningrad que de Biélorussie, devraient traverser des forêts et des marécages. Et il y a aussi le risque politique. Malgré l'isolationnisme croissant de l'Amérique, des troupes américaines sont toujours stationnées en Pologne. Une attaque du côté lituanien de la frontière serait plus facile. Le terrain y est également très boisé, mais principalement du côté biélorusse. À l'ouest, le terrain s'ouvre et il y a une bonne liaison routière allant de Kaliningrad vers Mariampol. Le problème, c'est que la seule prise de Mariampol ne suffirait pas à fermer complètement le corridor de Suwałki du côté lituanien. Les Russes devraient également prendre Alytush, une ville protégée du Bélarus par la rivière Neman et des forêts denses. En conséquence, une fermeture complète du corridor de Suwałki semble irréalisable dans les premières 72 heures de combat. Même ainsi, une fermeture partielle ou même l'établissement d'un contrôle par le feu russe sur le corridor poserait toujours un problème majeur aux forces armées polonaises. Les colonnes polonaises se dirigeant vers la Lituanie seraient exposées aux frappes russes et une partie de l'armée polonaise devrait être détournée pour défendre le corridor lui-même contre les attaques lancées depuis Kaliningrad et la Biélorussie. Un blocus total ou partiel du corridor de Suwałki serait particulièrement dangereux pour l'Alliance balte dans le pire des scénarios. Un scénario dans lequel la Russie parviendrait à percer rapidement les défenses de la Lituanie, de la Lettonie et de l'Estonie et s'approcherait en peu de temps de l'une des capitales baltes. Dans ce cas, l'armée polonaise qui devrait se déplacer pour secourir une capitale assiégée pourrait au lieu de cela se retrouver engagée dans des combats autour du corridor. Il convient également de rappeler, cependant, que Varsovie aurait aussi des options d'escalade. D'ici 2034, la Pologne dispose d'une force de missiles et d'artillerie très développée, équipée de lanceurs HIMARS et Javelin, ainsi que d'obusiers automoteurs K9 et Krab. Cela donne à la Pologne une capacité unique de frapper en profondeur dans les arrières russes, tant à Kaliningrad qu'en Biélorussie. La capacité de porter la guerre sur le territoire ennemi devrait, du moins en théorie, offrir de bien meilleures perspectives pour défendre le corridor de Suwałki que de limiter l'action militaire au seul territoire lituanien. En cas d'invasion à grande échelle des États baltes, le terrain clé ne se limiterait pas au corridor de Suwałki. Gotland, l'île suédoise située au milieu de la mer Baltique, serait également d'une importance centrale. Si la Russie parvenait à s'emparer de Gotland, elle pourrait y déployer des systèmes anti-accès et compliquer considérablement les opérations aériennes et navales de l'Alliance balte. Dans ce cas, la mer Baltique ne fonctionnerait plus comme un lac intérieur pour les forces alliées. Les planificateurs russes accordent une attention particulière à Gotland, mais ils sont loin d'être les seuls à reconnaître sa valeur stratégique. Même avant le début de la guerre en Ukraine, la Suède avait commencé à renforcer la garnison de l'île, notamment en réactivant le régiment de Gotland, équipé de chars Léopard 2 et de véhicules de combat d'infanterie CV-90. Depuis lors, la présence suédoise sur l'île n'a cessé de croître. D'ici 2034, la garnison locale comptera près de 4000 soldats et l'île sera protégée par des systèmes de défense aérienne Patriot et Iris-T. Même en supposant des conditions favorables à la Russie, à savoir que les forces russes parviennent à pénétrer sur l'île, il semble très peu probable, voire impossible, qu'elles puissent prendre le contrôle total de Gotland. Et pourtant, une attaque contre Gotland, tout comme une offensive contre le corridor de Suwałki, demeure une nécessité opérationnelle. La Russie devrait engager la Pologne et la Suède dans des combats afin de gagner le plus de temps possible pour s'occuper de la Lituanie, de la Lettonie et de l'Estonie. Une attaque russe contre les États baltes serait probablement aussi multidimensionnelle que celle contre l'Ukraine. Les principaux axes d'avancée suivraient très probablement les réseaux routiers clés de la région.
On peut imaginer l'attaque contre la Lituanie se dérouler depuis deux directions, depuis Kaliningrad vers Mariupol et depuis la Biélorussie vers Lida et Achmiany en direction de Vilnius. L'offensive vers la Lettonie passerait probablement par Daugavpils et Rēzekne, avec pour objectif d'atteindre Jēkabpils puis Riga, coupant ainsi le pays en deux. L'attaque contre l'Estonie, quant à elle, viendrait par Narva et Võru. Il faut également supposer que dans le but de semer davantage le chaos dans les rangs des défenseurs et de réduire la valeur de la ligne défensive balte, la Russie lancerait une série d'assauts, amphibies et aéroportés, tentant de s'emparer des ports et des aérodromes. En même temps, l'invasion serait probablement accompagnée d'une vaste campagne hybride visant les infrastructures critiques, y compris les câbles d'alimentation et de télécommunications sous-marins au fond de la mer Baltique. De plus, la Russie chercherait presque certainement à exploiter les populations russophones dans les États baltes. Ces communautés pourraient être utilisées pour recruter des saboteurs et des agents de déstabilisation, tandis que le Kremlin pourrait également invoquer la soi-disant protection des russophones comme prétexte et justification politique à son agression. Le succès de toute attaque russe à grande échelle dépendrait avant tout de la préservation de l'effet de surprise. La Russie essaierait de dissimuler ses préparatifs de guerre sous le couvert de Zapad 34, tout comme elle a utilisé des exercices militaires pour masquer ses véritables intentions avant l'invasion de l'Ukraine. Le déploiement de troupes et d'équipements ne passerait presque certainement pas inaperçu aux yeux des pays de l'Alliance balte. La véritable question est de savoir si l'activité accrue de la Russie serait correctement comprise pour ce qu'elle est, à savoir une préparation à la guerre. Cette question est cruciale. Si la Russie perd l'effet de surprise, ses chances de réussir à envahir les États baltes diminuent fortement. L'Alliance aurait besoin de temps pour mobiliser ses forces. C'est particulièrement vrai pour la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, dont les forces armées restent relativement modestes et auraient besoin de mobiliser des réservistes pour pouvoir occuper pleinement les fortifications de la ligne défensive balte. Du point de vue de l'Alliance, il serait également très avantageux de renforcer les États baltes avec des contingents alliés et d'accroître les stocks locaux d'armes et de carburant, pour que les unités déployées puissent continuer à combattre, même si le corridor de Suwałki était coupé. Tout dépend non seulement de la capacité à reconnaître rapidement les intentions russes, mais aussi de la volonté politique des États membres de l'Alliance. La Lituanie, la Lettonie et l'Estonie adopteraient presque certainement le point de vue le plus alarmiste et auraient besoin de très peu de persuasion pour commencer la mobilisation. La Pologne pourrait cependant hésiter davantage. La Finlande et la Suède pourraient être plus prudentes. Les États-Unis pourraient jouer un rôle décisif en identifiant tôt les véritables intentions de la Russie. En 2022, grâce à l'imagerie satellitaire et au réseau de renseignement, Washington avait une vision claire de ce que le Kremlin préparait. Il est raisonnable de supposer qu'en 2034, les États-Unis détermineraient à nouveau rapidement le véritable objectif de la Russie. La question est de savoir si une Amérique dirigée par J.D. Vance partagerait cette information avec l'Europe. Étant donné notre hypothèse selon laquelle une présence militaire américaine limitée demeure encore en Pologne et en Roumanie, le résultat le plus probable est que les renseignements américains seraient transmis à l'Europe, ou du moins à Varsovie. Dans un scénario impliquant une invasion russe à grande échelle des États baltes, l'OTAN ne jouerait probablement aucun rôle majeur. Comme mentionné précédemment, ce scénario suppose qu'en 2034, l'OTAN est devenue une organisation dysfonctionnelle, profondément affaiblie non seulement par la rupture entre les États-Unis et l'Europe, mais aussi par les intérêts divergents des différents États européens. L'Allemagne, par exemple, sous un gouvernement dirigé par l'AfD, aurait peu d'intérêt à aider à défendre le flanc Est et présenterait l'Alliance balte elle-même comme un projet agressif et provocateur dirigé contre la Russie. Même en cas de profonde division au sein de l'OTAN, il est tout de même raisonnable de supposer que les États-Unis maintiendraient une présence militaire limitée en Europe, y compris sur le flanc Est. Dans ce scénario, nous supposons que plusieurs centaines de soldats américains restent stationnés à la fois en Pologne et en Roumanie. En cas d'assaut russe à grande échelle, les forces américaines basées en Pologne joueraient deux rôles essentiels. Premièrement, elles limiteraient la liberté d'action opérationnelle de la Russie. Moscou voudrait tenir les États-Unis à l'écart de la guerre
et pour cette raison éviterait très probablement de s'enfoncer profondément en territoire polonais. Même une tentative de bloquer le corridor de Suwałki serait probablement menée principalement du côté lituanien de la frontière, tout cela afin d'éviter de provoquer les Américains. Mais d'une autre manière, la présence militaire américaine pourrait également limiter la marge de manœuvre de la Pologne elle-même. Washington pourrait faire pression sur Varsovie pour qu'elle n'attaque pas des cibles à Kaliningrad ou en Biélorussie, craignant que de telles frappes ne déclenchent une riposte nucléaire russe. Et si la Pologne défiait cette pression, elle pourrait risquer un retrait complet des forces américaines de son territoire. Les planificateurs russes effectuent 100 itérations sur un jeu de guerre basé sur Icebreaker, une invasion à grande échelle des États baltes, mais les résultats sont décevants. Dans 75% des cas, l'opération se solde par un échec stratégique pour la Russie. Cela ne signifie pas que le plan soit impossible. Mais cela signifie que les conditions de réussite sont extrêmement restreintes et dépendent de l'alignement simultané de plusieurs facteurs. Avant tout, le succès russe dépend de la dissimulation du véritable objectif des forces rassemblées à Kaliningrad, en Biélorussie, et le long des frontières avec la Lettonie et l'Estonie. Si l'Alliance balte ne parvient pas à déclarer ne serait-ce qu'une mobilisation partielle et que la Russie conserve l'effet de surprise, les chances de Moscou s'améliorent considérablement. Mais même dans ces cas-là, les planificateurs russes se heurtent à des contraintes sérieuses. Après 100 itérations d'Icebreaker, les simulations montrent que, alors que la probabilité d'atteindre l'une des capitales baltes dans les 7 premiers jours de la guerre est d'environ 45%, la probabilité de capturer réellement Vilnius, Riga ou Tallinn dans le même laps de temps n'est que d'environ 20%. Même la prise de Vilnius, à moins de 30 km de la frontière, s'avère être un défi majeur. On accède à la capitale lituanienne par l'est, à travers un terrain très boisé, obligeant les colonnes russes à avancer sur la seule route favorable de la région, l'axe Achimani-Vilnius, ce qui en fait des cibles faciles pour les défenseurs lituaniens. Les options de manœuvre des Russes autour de la ville sont encore limitées par la rivière Neris, qui traverse Vilnius, ainsi que par les bois environnants. Bien que Vilnius se trouve à moins de 30 km de la frontière, les simulations russes montrent qu'avancer depuis la Biélorussie et sécuriser des positions d'assaut favorables prend généralement entre le 5e et le 9e jour de la guerre. Les colonnes venant de Kaliningrad, qui ont environ 150 km à parcourir, prennent encore plus de temps. Dans de nombreux cas, elles sont retenues à l'est de Mariampol, où elles se heurtent aux forces polonaises qui se déplacent pour soutenir la défense de Vilnius ou à des points forts lituaniens intégrés à la ligne défensive balte. Les jeux de guerre fournissent aussi aux planificateurs russes des informations cruciales sur la bataille du corridor de Suwałki. Dans la plupart des scénarios, la Russie parvient à établir une domination par les feux sur le corridor dans les 72 premières heures de la guerre. Les routes Suwałki, Mariampol et Augustów-Altus deviennent des couloirs de la mort, infligeant de lourdes pertes aux unités polonaises tentant de rejoindre la Lituanie. Mais fermer physiquement le corridor avec des forces terrestres s'avère beaucoup plus difficile et ne réussit pas toujours dans les simulations russes. Alors que l'offensive depuis Kaliningrad parvient souvent à s'emparer de Mariampol, l'offensive depuis la Biélorussie s'enlise généralement dans les forêts denses de l'est de la Lituanie, encore fragmentées par la rivière Neman. Les Russes identifient également un autre problème majeur, les forces de missiles polonaises. Si les forces armées polonaises lançaient un barrage massif de missiles contre Kaliningrad et l'ouest de la Biélorussie, les chances de la Russie de couper physiquement le corridor de Suwałki chuteraient très fortement. Il en serait de même pour sa capacité à maintenir la maîtrise des feux sur le corridor. Au final, la réaction de Varsovie apparaît comme l'une des variables décisives dans le succès ou l'échec de l'ensemble du plan de guerre russe. De tous les objectifs opérationnels de l'opération Icebreaker, Gotland a donné les résultats les plus constants. Dans l'écrasante majorité des simulations, les tentatives russes de s'emparer de l'île se sont soldées par un échec. Une forte garnison suédoise, combinée à la supériorité aérienne et navale locale, signifiait que la Russie n'avait pratiquement aucune chance d'y obtenir l'effet de surprise. Tout mouvement des forces de débarquement russes hors de la Baltique était détecté presque immédiatement par les forces de l'Alliance Baltique. Même lorsque les troupes russes parvenaient à atteindre l'île, leur ligne de ravitaillement était coupée par les sous-marins suédois et la force de débarquement était rapidement détruite par la garnison locale.
Le seul scénario dans lequel la Russie a obtenu un succès, même limité à Gotland, impliquait une frappe massive de missiles sur les installations militaires de l'île, combinée à une attaque aéroportée et amphibie, utilisant des navires civils pour dissimuler les préparatifs russes. Mais même dans ce cas, les forces russes ont eu beaucoup de mal à maintenir ne serait-ce qu'un contrôle partiel de l'île. Après avoir étudié la question de Gotland, les planificateurs russes ont conclu qu'une attaque contre l'île ne pourrait au mieux que semer la confusion dans les rangs suédois et détourner l'attention de Stockholm des événements dans les États baltes. Cela n'assurerait pas un contrôle russe durable. Au final, les conclusions tirées des 100 itérations d'Icebreaker étaient plutôt sombres. Dans la plupart des cas, au cours des 7 premiers jours de la guerre, les forces russes n'ont pas réussi à capturer aucune des capitales baltes. À mesure que les forces polonaises, suédoises et finlandaises entraînent progressivement dans le combat, l'avancée russe ralentissait considérablement et le conflit basculait vers une guerre de position. Les planificateurs russes ont conclu que le succès d'Icebreaker dépendait avant tout du déclenchement de la guerre dans des conditions de surprise totale et d'une réaction passive de Varsovie. Les chances de capturer les États baltes augmentaient presque de façon exponentielle dans les scénarios où la Pologne choisissait de ne pas venir en aide à la Lituanie, à la Lettonie et à l'Estonie. Mais comment la Russie pouvait-elle garantir la passivité de la Pologne ? Les planificateurs russes ont identifié plusieurs voies possibles. La première option serait d'impliquer Washington dans l'équation. En 2034, l'Europe est profondément en désaccord avec les États-Unis, mais Varsovie elle-même maintient encore des liens étroits avec l'administration J.D. Vance et plusieurs centaines de soldats américains restent stationnés en Pologne. Cette alliance américano-polonaise, pierre angulaire de la sécurité de la Pologne, pourrait également devenir un instrument potentiel de pression entre les mains de Moscou. Si Washington concluait que l'entrée de la Pologne dans un conflit balte allait à l'encontre des intérêts américains, parce que cela risquait par exemple une frappe nucléaire russe ou que les États-Unis soient entraînés dans la guerre, alors l'administration Vance pourrait activement empêcher Varsovie de venir en aide à la Lituanie, à la Lettonie et à l'Estonie. Les services diplomatiques et de renseignement russes pourraient préparer le terrain pour un tel scénario dans les mois précédant la guerre, en soutenant que la montée des tensions entre la Russie et les États baltes constitue un différend local qui ne concerne directement ni la Pologne ni les États-Unis, et que toute frappe polonaise contre Kaliningrad ou la Biélorussie serait considérée par Moscou comme un casus belli, nécessitant une réponse nucléaire. Dans ce scénario, un Washington déterminé à éviter à tout prix une escalade avec la Russie deviendrait en effet le principal garant de la passivité de la Pologne. Une deuxième manière de maintenir la Pologne à l'écart serait de passer par une opération hybride. Depuis des années, le FSB et le GRU construisent des réseaux d'agents d'influence, de saboteurs et de provocateurs à l'intérieur de la Pologne. Il suffit de regarder le nombre croissant d'opérations russes découvertes sur le territoire polonais entre 2022 et 2025. Les planificateurs russes ont envisagé la possibilité de lancer une série d'attaques coordonnées contre les infrastructures critiques de la Pologne, les centrales électriques, les nœuds ferroviaires, les dépôts de carburant, juste avant ou dans les premières heures d'une attaque contre les États baltes. L'objectif ne serait pas de paralyser la Pologne de façon permanente, mais de créer un chaos décisionnel et de forcer le gouvernement à Varsovie à se concentrer sur ses propres affaires, plutôt que sur la Lituanie. Une telle opération aurait également un autre effet. L'opinion publique polonaise, voyant des attaques sur son propre territoire, pourrait devenir moins disposée à soutenir un gouvernement qui envoie des troupes à l'étranger. Enfin, les plans russes incluent également ce que l'on appelle l'accord de Suwałki. Cela pourrait être autonome ou compléter le scénario hybride. Dans les premières heures du conflit, Moscou pourrait présenter à Varsovie une offre diplomatique qui serait également rendue publique. La Russie n'attaquerait pas le territoire polonais, ne violerait pas le côté polonais du corridor de Suwałki et proposerait un traité sur la sécurité mutuelle. En retour, Moscou s'attendrait à ce que Varsovie reste neutre vis-à-vis de l'opération militaire spéciale russe en cours dans les États baltes. Le fait que le territoire polonais n'ait pas été attaqué fournirait des arguments politiques aux opposants à une intervention polonaise, et il n'en manquerait pas au Parlement polonais. Washington pourrait aussi exploiter une telle offre russe pour accentuer la pression sur la Pologne afin qu'elle reste neutre.
Mais les efforts russes pour garantir la passivité de la Pologne échoueraient très probablement et Varsovie finirait par entrer en guerre. Pendant des siècles, la Pologne a dû à plusieurs reprises faire face à la menace venant de la Russie. Tout discours sur un possible compromis avec Moscou serait donc très probablement perçu pour ce qu'il est, une énième tromperie russe. Même ainsi, une combinaison de 2 ou 3 des outils décrits ci-dessus pourrait encore atténuer la réaction polonaise, par exemple en empêchant des frappes sur Kaliningrad et la Biélorussie, ou en retardant la réaction de la Pologne suffisamment longtemps pour rendre les premières phases d'Icebreaker réalisables. Parce qu'au final, la clé de la victoire dans une guerre balte ne se trouverait pas du tout sur les champs de bataille de Lituanie, de Lettonie ou d'Estonie. Elle se trouverait au Parlement polonais et à la Maison-Blanche. Dans ce cas, une politique habile pourrait accomplir bien plus qu'une offensive blindée. Option 2, variante Fogg. Façonnée par les leçons de la guerre en Ukraine et par les résultats décevants des simulations d'Icebreaker, certains stratèges russes concluent que Moscou devrait abandonner l'idée d'une guerre à grande échelle avec l'Alliance balte et plutôt s'orienter vers une option hybride, le même modèle qui a bien fonctionné en Crimée et dans le Donbass. Les planificateurs russes donnent à ce scénario de frappe hybride contre les États baltes le nom de code Fogg. Fogg est construit autour de plusieurs étapes et seuils d'escalade à activer en fonction de l'évolution de la situation. Au niveau le plus bas, il y a la désinformation. Au plus haut, c'est l'apparition des soi-disant petits hommes verts dans l'un des États baltes. Le scénario commence par une vaste campagne de désinformation russe, adaptée différemment dans les pays de l'Alliance balte pour correspondre aux conditions locales. Dans les pays nordiques, l'accent est mis sur les pressions budgétaires. Les réseaux sociaux suédois et finlandais sont inondés de contenus mettant en avant les coûts prétendument astronomiques du maintien de l'Alliance, appuyés par des données manipulées et de faux calculs. Le message est simple, ce n'est pas notre guerre. Laissons les Polonais et les Baltes gérer leur sécurité. En Pologne, l'opération prend un ton différent. La désinformation russe agit sur 2 fronts. D'un côté, elle amplifie les récits eurosceptiques et pro-russes en soulignant les prétendus avantages d'une normalisation des relations avec Moscou. Après tout, c'est la voie déjà empruntée par des pays occidentaux comme la France, l'Allemagne et les États-Unis. D'un autre côté, Moscou tente d'affaiblir les liens entre la Pologne et la Lituanie en exploitant les ressentiments historiques autour de la région de Vilnius et des droits des Polonais en Lituanie. Dans les États baltes, la campagne adopte une autre forme. Ici, l'accent principal est mis sur la minorité russe. Les communautés russophones, en particulier en Estonie et en Lettonie, deviennent la cible d'une opération d'influence intense. Les médias russes, opérant par des canaux informels, diffusent le récit d'une discrimination systémique et d'une menace culturelle. En même temps, le FSB recrute des agents parmi les militants locaux, organisant des manifestations et des provocations apparemment spontanées. L'objectif est simple, forcer les États baltes à gérer des tensions internes au lieu de se préparer à la défense. Une fois que la campagne de désinformation commence à porter ses fruits, les divisions deviennent visibles et les récits russes commencent à s'inviter dans le débat public général. Moscou passe à l'étape suivante, le sabotage des infrastructures critiques. Des navires opérant sous de faux pavillons endommageraient systématiquement les câbles sous-marins de télécommunications et d'électricité au fond de la mer Baltique. En même temps, des cyberattaques viseraient les infrastructures gouvernementales et militaires des États membres de l'Alliance. Toutes ces actions resteraient en dessous du seuil de la guerre et il serait difficile de les attribuer à la Russie. Progressivement, les Russes passeraient à des cibles plus importantes. Les ponts clés et les jonctions ferroviaires le long des routes de renfort depuis la Pologne vers les États baltes seraient détruits. Des explosions frapperaient les ports de Klaipėda, Riga et Tallinn. Ensuite, une fois le terrain préparé, la Russie pourrait passer au seuil d'escalade le plus élevé dans le cadre du Fogg, le déploiement des petits hommes verts. Comme en Crimée et dans le Donbass, Moscou pourrait utiliser la présence de minorités russes dans les États baltes comme prétexte pour une telle opération. Les endroits les plus probables pour activer ce scénario seraient Narva en Estonie ou Daugavpils en Lettonie. À Narva, environ 95% des habitants sont russes ou russophones. À Daugavpils,
Ce chiffre est d'environ 55%. Narva est particulièrement vulnérable car elle se trouve directement à la frontière russe. En s'appuyant sur les réseaux du FSB et des habitants recrutés, les services russes pourraient organiser un scénario sur le modèle de la Crimée à Narva avec beaucoup d'habileté. Cela pourrait commencer par le prétendu passage à tabac d'activistes russophones, suivi d'attaques contre les unités de police locales, de manifestations et de troubles dans les rues. Des images de ces événements seraient soigneusement enregistrées et amplifiées par les médias et la diplomatie russe. Le récit qui accompagne ces événements mettrait l'accent sur la persécution de la minorité russe d'Estonie et sur l'indifférence du monde face à leurs souffrances. Ces événements serviraient alors de prétexte à la proclamation d'une République populaire de Narva, dont les autorités feraient appel à Moscou pour obtenir protection. Cela suffirait à Vladimir Poutine pour annoncer une intervention armée. En quelques heures, les troupes russes franchiraient la frontière et entreraient dans Narva. Leur avancée serait soutenue par des équipes russes de sabotage et de diversion que Moscou avait discrètement infiltrées dans la ville dans les semaines précédant la crise. L'objectif de la Russie en Estonie serait limité. Elle ne chercherait pas à s'emparer de tout le pays, seulement de Narva elle-même. Une fois la ville sous contrôle, Moscou déclarerait que Narva est désormais placée sous le parapluie nucléaire russe et exigerait des négociations immédiates concernant la protection de la minorité russe dans le reste des États baltes. Du point de vue de l'Alliance balte, le PFOC est le pire scénario possible. Les actions russes se dérouleraient dans la zone grise et seraient interprétées différemment au sein de l'Alliance. La Lettonie, même si elle n'irait pas jusqu'à qualifier cela de guerre formelle, exigerait probablement tout de même que ses alliés lancent des opérations antiterroristes et expulsent les forces russes de Narva par la force. D'autres membres de l'Alliance, cependant, pourraient adopter une position plus prudente et chercher une issue diplomatique. Bien que PFOC puisse sembler plus favorable à la Russie, cela comporte un certain nombre de risques sérieux. Avant tout, préparer le terrain pour une opération russe à Narva prendrait de nombreux mois, et les membres de l'Alliance balte ne resteraient pas nécessairement passifs pendant tout ce temps. L'Alliance pourrait répondre par ses propres mesures hybrides, notamment en Biélorussie, et elle pourrait également conclure que les actions de la Russie s'apparentent à des préparatifs de guerre. Il semble particulièrement probable qu'une augmentation de l'activité des services de renseignement russes à Narva ne passerait pas inaperçue et entraînerait un renforcement de la protection des bâtiments clés dans toute la ville. Une garnison renforcée à Narva représenterait un sérieux défi pour les petits hommes verts de la Russie, dont le succès en Crimée reposait avant tout sur le fait que l'Ukraine était absolument pas préparée à ce type d'agression. Si une tentative russe de s'emparer de Narva devait conduire à des combats urbains prolongés durant plus de 72 heures, PFOC se solderait effectivement par un échec stratégique. Le but même de ce scénario est d'obtenir une victoire rapide et de confronter l'Alliance balte à un fait accompli. A l'inverse, l'incapacité de prendre Narva rapidement pousserait la Russie au bord d'une guerre à grande échelle avec l'Alliance. Et comme le suggèrent les simulations Icebreaker, ce n'est pas la voie privilégiée par la Russie. Option 3, Prince Kurbsky. Toute analyse sérieuse d'une possible confrontation entre l'Alliance balte et la Russie doit inclure tous les scénarios plausibles, pas seulement ceux qui commencent par une forme ou une autre d'agression russe. La Biélorussie mérite une attention particulière. En effet, c'est la seule ancienne république soviétique que Moscou a réussi à garder entièrement dans sa sphère d'influence. Que se passerait-il si le contrôle russe sur la Biélorussie se fissurait ? C'est là qu'entre en jeu la troisième option, le prince Kurbsky. Le nom fait référence à la figure historique du prince Andreï Kurbsky, qui a trahi le tsar Ivan le Terrible et a fait défection au profit de la République des deux nations. Nous sommes en mars 2034, la Russie se prépare à une guerre contre l'Alliance balte. Mais elle doit d'abord faire face à une crise croissante en Biélorussie. Alexandre Loukachenko a maintenant 79 ans et il est gravement malade. La fin de son règne approche clairement. Le Kremlin est pleinement conscient de son état et prépare déjà des scénarios de succession. Bien que Loukachenko soit devenu politiquement dépendant de Moscou après l'écrasement des manifestations de 2020, il n'a jamais été le vassal idéal de la Russie. Il a résisté à l'installation permanente de bases militaires russes sur le sol biélorusse. Il a refusé d'envoyer des troupes biélorusses
en Ukraine lorsque Poutine s'y attendait. Pendant des décennies, il a tenté de concilier Est et Ouest, préservant le peu d'autonomie restant. Après la fin de la guerre en Ukraine, le Kremlin a cherché à renforcer son emprise sur la Biélorussie, plaçant des personnes loyales à des postes clés dans tout l'État et réduisant progressivement la marge de manœuvre de Loukachenko. Mais le cercle rapproché de Poutine est divisé sur ce que la Biélorussie devrait devenir après la mort de Loukachenko. Certains estiment que la Biélorussie devrait simplement être annexée et intégrée à la Fédération de Russie comme nouvelle république. D'autres pensent que cela serait inutile puisque la Biélorussie est déjà sous le contrôle de facto de Moscou et qu'une annexion formelle pourrait déclencher des troubles anti-russes. Cependant, avant que le Kremlin ne prenne une décision finale, des nouvelles arrivent de Minsk. Le 12 mars 2034 à 21h37, Alexandre Loukachenko meurt d'une crise cardiaque massive à sa résidence dans le quartier Drozdov de Minsk. La nouvelle parvient d'abord au Kremlin. La télévision d'État biélorusse ne la rapporte que plusieurs heures plus tard. Selon la constitution biélorusse, le pouvoir passe officiellement à Natalia Kachanova, la présidente de la Chambre haute du Parlement. En réalité, cependant, le contrôle effectif revient au général Alexandre Volkovitch, secrétaire du Conseil de sécurité, qui bénéficie du plein soutien du Kremlin. Après l'annonce de la mort de Loukachenko, des manifestations spontanées éclatent à Minsk et dans d'autres villes biélorusses, prenant rapidement de l'ampleur dans les jours qui suivent. Les manifestations sont alimentées non seulement par l'espoir d'une démocratisation après la mort de Loukachenko, mais aussi par des rumeurs selon lesquelles la Russie envisagerait d'annexer la Biélorussie. Le Kremlin dément, mais ces démentis ne suffisent pas à calmer la situation. La télévision d'État présente les manifestations comme un complot occidental, et les forces de sécurité reçoivent l'ordre de les écraser avant qu'elles ne prennent de l'ampleur. À Minsk, la police anti-émeute OMON soutient le gouvernement et exécute l'ordre. Les rues sont baignées de sang. Mais ailleurs, les choses se passent très différemment. Dans les villes de l'ouest de la Biélorussie, des défections massives commencent, avec des soldats, des policiers et d'autres membres des forces de sécurité qui changent de camp et rejoignent les manifestants. À Brest, toute la garnison locale fait défection, permettant à l'opposition de prendre le contrôle de la ville. La frontière avec la Pologne est ouverte, et les figures de l'opposition qui vivaient jusque-là en Pologne et dans les États baltes commencent à revenir massivement en Biélorussie. À Brest, ils ont proclamé la création de la République de la Biélorussie libre. Ils ont promis la démocratisation, ont appelé la police et l'armée à les rejoindre, et ont exigé le retrait des troupes russes du territoire biélorusse. L'appel de Brest reçoit une réponse de Grodno, Baranovichi, Lida et Pinsk. Dans chacun de ces endroits, les unités locales de police et de l'armée changent également de camp et se déclarent en faveur d'une Biélorussie libre. Le Kremlin ne peut plus tolérer cette situation. Vladimir Poutine ordonne le lancement d'une opération antiterroriste, déclarant que son objectif est d'aider les autorités légitimes de la Biélorussie, qui selon lui ont été victimes d'un complot polono-lituanien. Alors que les forces russes commencent à affluer en Biélorussie, le gouvernement de la Biélorussie libre fait appel à l'Alliance balte pour obtenir de l'aide et une intervention humanitaire. À ce moment-là, la partie décisive commence. L'Alliance balte se retrouve soudainement face à une occasion historique de sortir la Biélorussie de l'emprise de la Russie. Mais ses membres ont-ils la volonté politique de la saisir ? La question biélorusse diviserait presque à coup sûr l'Alliance. La Lituanie, la Lettonie et l'Estonie seraient les principales voix réclamant la reconnaissance du gouvernement de la Biélorussie libre et une intervention armée. Chasser la Russie de la Biélorussie pourrait sécuriser le flanc et de l'Alliance et éloigner la menace russe des États baltes. La Pologne pourrait cependant avoir plus de mal à adopter une position aussi ferme. Certaines forces politiques exigeraient sans aucun doute une intervention humanitaire, sinon en réponse à l'appel du gouvernement à Brest, alors au moins pour défendre la minorité polonaise dans la région de Grodno. D'autres, cependant, avertiraient que la Biélorussie est protégée par le parapluie nucléaire de la Russie et que même une intervention limitée pourrait dégénérer en une guerre totale avec Moscou. L'administration de J.D. Vance tenterait presque certainement de bloquer toute initiative de ce genre également. La Finlande et la Suède s'opposeraient sans doute à une intervention, considérant la Biélorussie comme un théâtre d'opérations lointain. Le problème, c'est que la décision doit être prise vite. Une semaine après la mort de Loukachenko,
la Biélorussie est divisée en deux. La partie orientale du pays, ainsi que Minsk, est contrôlée par le général Alexandre Volkovitch, soutenu par Moscou. L'ouest est tenu par le gouvernement de la Biélorussie libre, qui a désormais déplacé son siège à Grodno. Chaque jour qui passe, de nouvelles unités russes affluent en Biélorussie, et il ne faudra pas longtemps avant qu'elles ne commencent à écraser les parties du pays contrôlées par les rebelles. Si l'Alliance balte veut vraiment sortir la Biélorussie de la sphère d'influence de la Russie, elle devra intervenir immédiatement. Ce que nous avons présenté aujourd'hui est une image possible d'une confrontation armée hypothétique entre la Russie et l'Alliance balte en 2034. Nous avons examiné 3 scénarios: une invasion à grande échelle, une opération hybride et une crise de succession en Biélorussie. Dans aucun de ces scénarios, une victoire russe n'était assurée. Cela compte en soi. Ces scénarios montrent que dans une confrontation avec la Russie, l'Alliance balte n'est pas condamnée à perdre, même sans aucune implication des États-Unis. Surtout pas si la menace est affrontée avec unité. Les Lituaniens, les Lettons et les Estoniens côte à côte avec les Polonais, les Finlandais et les Suédois. Extrapoler des événements et des tendances jusqu'à 8 ans dans le futur comporte bien sûr une énorme marge d'erreur. C'est pourquoi il est important de souligner qu'il ne s'agit pas d'une tentative de prédire l'avenir, mais d'une analyse de scénario. En fait, tout au long du processus, il y a de nombreux moments où les Russes perdraient toute chance réaliste d'envisager même une guerre offensive en Europe. L'Ukraine elle-même, présentée dans notre scénario du point de vue du Kremlin de manière extrêmement positive, reste un facteur clé de limitation. Si Kiev était encore animé par un ressentiment anti-russe, alors que sa situation socio-économique restait modérément stable, toute agitation en Europe du Nord pourrait déclencher une tentative de reconquête ukrainienne sur le flanc sud de la Russie. C'est pourquoi une Ukraine indépendante travaillerait presque certainement en étroite collaboration avec le pacte balte et pourrait même le rejoindre. Il en va de même pour l'Amérique. Une tendance favorable au Kremlin peut se poursuivre, mais elle peut tout aussi facilement s'inverser. À cela s'ajoute la reprise économique et diplomatique de la Russie. Dans notre scénario, nous supposons que le processus se déroule très facilement pour Moscou, mais il est évident qu'en réalité, ce serait un défi majeur, même en cas de cessez-le-feu. Donc, pour rassurer certains d'entre vous, dans les conditions actuelles, la probabilité qu'un tel scénario se réalise est faible, voire très faible. Cependant, si une telle confrontation devait avoir lieu, les scénarios présentés aujourd'hui montrent une chose clairement. Il n'existe aucun moyen de vaincre la Russie sans en payer le prix. Cela nécessiterait toujours de l'argent, la perte de matériel et des vies humaines. L'alternative, tomber sous l'influence de la Russie, est encore pire. Le scénario de guerre a également montré que la victoire nécessite plus que des armes modernes et des armées disciplinées. Cela nécessite également une volonté politique et sociétale. Cela est particulièrement visible dans le dilemme de savoir si la Pologne doit utiliser ses forces de missiles contre Kaliningrad et la Biélorussie. Une Varsovie passive pourrait ouvrir la porte à une prise de contrôle russe des États baltes. Mais une Varsovie déterminée, prête à porter la guerre sur le territoire contrôlé par la Russie, pourrait aider à défendre non seulement la souveraineté de la Pologne, mais aussi celle de ses alliés. Bien sûr, on peut encore s'accrocher à l'espoir que l'apaisement envers la Russie évitera à l'Europe une autre guerre, et que la Russie finira par devenir un membre civilisé de l'ordre européen. Mais l'expérience des derniers siècles suggère le contraire. À maintes reprises, la Russie nous a rappelé à quel point l'ancienne maxime latine reste pertinente. Si vis pacem, para bellum. Si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre. Salut les gars, c'est Barnet, le narrateur d'Essence. Je suis juste là pour vous rappeler que vous pouvez avoir toutes vos informations à jour dans un format bien plus court que celui-ci. Je dis ça, vous voyez? Essence fait exactement ça. On s'occupe de toutes ces infos, mais on les résume en seulement 8 à 10 minutes. Court et efficace. C'est comme ça qu'on aime. Au fait, Hubert voulait que je vous dise que Good Times, Bad Times n'est pas près de disparaître. C'est là pour durer. Essence est juste un bel ajout. J'espère vous y retrouver.